Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant, un classique des arts martiaux et de la stratégie, le Gori no no Sho, le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. On va s'appuyer sur un extrait d'une version audio en français, Musashi. Rien que le nom, ça fait rêver, hein. Le samouraï invincible, une légende du Japon médiéval. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin que l'image. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire avec sa voix de la tactique, écrite tout à la fin de sa vie? Qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, aujourd'hui? Oui, c'est tout l'intérêt de Musashi. Ce n'est pas juste un combattant exceptionnel, c'est aussi un penseur. Il a vraiment essayé de distiller des principes de stratégie qui pourraient s'appliquer un peu partout en fait. C'est une invitation à voir au-delà de la simple technique, à chercher une compréhension plus profonde. Alors, qui était cet homme après notre source? Il se présente lui-même Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, un samouraï de Harima. Il écrit ça en 1643, il a 60 ans, il est retiré sur une montagne, le mont Iwato, et son école, il l'appelle Niten, de ciel ou de sabre. Oui, ni Ten ni Chiryu. Et avant cette retraite, son parcours est assez incroyable. Il raconte son premier duel à 13 ans. Et il gagne. 13 ans. Oui. Et ensuite, il dit être resté invaincu pendant une soixantaine de combats, jusqu'à 29 ans environ. Et contre les meilleurs sabreurs du Japon de l'époque, hein, c'est colossal. C'est difficile à imaginer, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ce qui se passe après. Vers 30 ans, il a une sorte de prise de conscience. Exactement, c'est un moment clé. Il regarde en arrière, il analyse ses victoires, et il se dit, bon, est-ce que c'était vraiment grâce à ma maîtrise parfaite de la stratégie A, ou est-ce que c'était plutôt mes dons naturels, la faiblesse des autres, ou même la chance, quoi. Il doute de lui-même, en quelque sorte. Il cherche à comprendre plus profondément. C'est plus seulement gagner qui compte, c'est comment on gagne, pourquoi on gagne. Et cette quête, elle va durer longtemps. Il dit qu'il atteint vraiment cette voie vers 50 ans seulement. C'est un long cheminement. Et il insiste sur le fait que son traité, c'est vraiment son truc à lui. Pas de bouddhisme, pas de confucianisme, pas les vieux manuels militaires. C'est son expérience pure, guidée par la voix du ciel, comme il dit. Tout à fait. C'est très pragmatique, très personnel. Et cette fameuse voie de la tactique, alors, comment il la définit, lui? Pour lui, c'est la loi numéro 1 du samouraï, essentielle pour tout le monde, du général au simple soldat. C'est au cœur de leur métier, de leur identité. Il la compare aussi aux autres voies comme la religion, la médecine, les arts, et il dit qu'elle n'est pas forcément aimée pour elle-même. C'est pas comme la poésie, quoi. Mais pour le samouraï, c'est vital. C'est ce qu'il dit, les lettres et les armes, sa propre voix. Oui, et il y a aussi cette relation très particulière à la mort. Bon, accepter de mourir pour le devoir, l'honneur, d'autres le font. Mais le samouraï, lui, il ajoute cette maîtrise de la tactique. C'est pas juste subir la mort, c'est l'affronter stratégiquement. Le but ultime, c'est la victoire, l'honneur pour soi, pour son seigneur. Et il insiste sur un point crucial. Il faut que ça serve au moment où on en a besoin. Il critique ceux qui ont une belle théorie, mais qui, au moment décisif, ça ne sort pas. C'est fondamental chez lui. Si la tactique n'est pas là instantanément disponible, c'est qu'elle n'est pas vraiment comprise, pas intégrée. La vraie voix, c'est pas un truc qu'on récite, c'est une compétence qu'on est, qu'on incarne. Et c'est ça qui fait qu'on peut l'appliquer partout, tout le temps. Et pour illustrer cette idée d'universalité, il utilise cette fameuse analogie, celle du charpentier. Elle est très forte, celle-là. Ah oui, elle est excellente. Il dit la tactique, c'est comme la charpenterie, la grande habileté. Le général, c'est le maître charpentier. Il doit avoir la vue d'ensemble, connaître les plans, connaître ses matériaux, c'est-à-dire ses hommes. C'est fou comme ça résonne avec des idées de management, non? Choisir la bonne personne pour la bonne tâche, utiliser les points forts de chacun, comme choisir le bon bois pour la bonne partie de la maison. Exactement. Le maître charpentier, c'est qui peut faire les poutres maîtresses, qui est bon pour les assemblages, qui va poser le plancher. Il voit les compétences, les énergies. Le général, pareil que ses soldats. Les principes sont les mêmes. Vision globale, connaissance des ressources, efficacité, sérieux, anticiper. Connaître les limites de chacun aussi. Et ça descend jusqu'au soldat, qui est comme l'ouvrier charpentier. Il doit connaître ses outils, ses armes, les garder en parfait état, exécuter les ordres précisément. C'est la même logique de maîtrise pratique. Meuse roue, terre, eau, feu, vent et vide. Commençons par la base, la terre. La terre, oui. C'est le socle, le fondement.
Musashi y expose les grandes lignes de sa voie, la raison d'être de son école, Nitten, c'est le cadre général. Il insiste sur l'importance d'avoir une vision claire, de tracer un chemin droit. C'est un peu la carte générale de son approche. D'accord. Après la terre, solide, on passe à l'eau. L'image est très différente. Ah oui, l'eau, c'est l'esprit. L'esprit doit être comme l'eau, adaptable, fluide. Il prend la forme du récipient, il peut être une petite goutte tranquille ou un océan déchaîné. C'est la flexibilité mentale, la clarté aussi. Et il dit une chose importante, les principes pour battre un seul homme sont les mêmes que pour en battre 10 000. C'est cette adaptabilité de l'esprit qui compte. Intéressant. Troisième chapitre, le feu. Là, ça sent le combat à l'action directe. C'est ça, le feu, c'est le combat lui-même, l'intensité, l'action. Ça peut être un petit feu ou un incendie. Musashi explique ici comment les techniques du duel s'appliquent aux grandes batailles. Il faut voir les deux niveaux. Les mouvements de masse, souvent prévisibles, et les actions individuelles, plus volatiles. Et surtout, garder un esprit stable, immuable, même dans l'urgence. Ça vient de la pratique quotidienne. Puis le vent. Là, on dirait qu'il regarde un peu ailleurs, non? Oui, tout à fait. Le vent, ça représente les autres écoles, les autres styles. Le mot japonais peut vouloir dire manière, style. Pour Musashi, c'est crucial de connaître les autres approches pour être sûr de la valeur de la sienne. Il ne suffit pas de pratiquer son truc dans son coin, il faut comprendre pourquoi les autres voies peuvent être limitées ou même fausses. C'est une démarche critique. Et on arrive au dernier, le plus énigmatique peut-être, le vide. Ku en japonais. C'est quoi ce vide? Ce n'est pas le néant, j'imagine? Non, non, absolument pas le néant. C'est plus subtil. Atteindre le vide, en gros, c'est dépasser la technique une fois qu'on la maîtrise parfaitement. La voie devient alors naturelle, spontanée. Le geste juste, le bon rythme, ça vient tout seul sans y penser. Ce n'est donc pas l'ignorance, au contraire. C'est une sorte de clarté ultime, une absence d'hésitation née de la maîtrise totale. L'esprit est tellement plein de compréhension qu'il agit sans être encombré par la réflexion. C'est l'aboutissement. Fascinant. Revenons juste un instant sur son école Nitten Ichiryu, l'école des deux sabres. Pourquoi ce choix spécifique? Les samouraïs portaient bien deux sabres, mais les utilisaient en même temps? Sa logique est très pragmatique. Pourquoi se priver d'une arme qu'on a sur soi? Il observe que manier le grand sabre, le katana, à deux mains, c'est pas toujours pratique. À cheval, en courant, sur un terrain difficile, dans une mêlée, c'est compliqué. Alors qu'avoir un sabre dans chaque main, le katana et le wakizashi, ça donne plus de polyvalence, plus d'options. Donc, la clé, c'est d'apprendre à être efficace avec le grand sabre tenu d'une seule main. Ça doit pas être évident. Non, et il insiste. Il faut s'entraîner sans cesse avec les deux sabres pour que ça devienne une seconde nature. Il compare ça à l'arc. C'est dur au début, mais avec l'habitude, ça vient. Le but, c'est pas la vitesse pour la vitesse. C'est l'efficacité, la fluidité dans toutes les situations. Sabre long, s'il y a de la place, sabre court, si on est à l'étroit. Et les deux ensemble contre plusieurs adversaires. On retrouve cette idée de polyvalence, d'utiliser toutes les ressources à sa disposition. C'est un peu le fil rouge de sa pensée, non? Complètement. Et ça se retrouve aussi dans les principes fondamentaux et l'état d'esprit qu'il préconise. C'est peut-être même plus important que les techniques elles-mêmes. Justement, ces principes, sans vouloir tous les lister, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment centraux, qui reviennent tout le temps? Ah oui, le rythme. Le rythme, c'est omniprésent chez Musashi. C'est pas juste une question de vitesse ou de timing. C'est comprendre et utiliser les rythmes. Celui de l'adversaire, le sien, savoir quand accélérer, quand ralentir, quand surprendre avec un rythme inattendu. Il parle même d'un rythme vide, un rythme qui émerge de l'intuition stratégique. C'est une notion clé, vraiment. D'accord, le rythme. Et à part ça, un autre principe majeur? Oui, la connaissance profonde des outils, donc des armes. Connaître les forces et faiblesses de chaque arme. Sabre long, court, lance, etc. Sans être obsédé par une seule. Choisir l'arme solide, adaptée. Et par extension, ça vaut pour toutes les ressources. Et peut-être un troisième truc essentiel, tiré de ces 9 grands principes, ne rien faire d'inutile. Toujours chercher l'économie de moyens, l'efficacité maximale. Et tout ça repose sur un état d'esprit bien particulier qu'il décrit dans le chapitre de l'eau. Comment on pourrait le résumer? L'idéal, c'est un esprit qui reste calme, comme dans la vie de tous les jours. Vaste, droit, équilibré. Ni trop tendu,
ni trop relâché. Calme en apparence, mais super alerte. Il dit bien, l'esprit ne doit pas suivre le corps, et le corps ne doit pas suivre l'esprit aveuglément. C'est un travail constant pour polir sa sagesse, son esprit. Le but, c'est d'être lucide et stable, même en plein combat. Et tous les détails qu'il donne sur la posture, le regard large et vaste, voire sans fixer, la tenue du sabre vivante, la marche naturelle, tout ça c'est pour aider à cultiver cet état d'esprit. Exactement. C'est pas juste des règles techniques, c'est des moyens pour développer cette présence attentive, cette disponibilité totale. Le fameux garder sans garder, ça va dans ce sens. Ne pas se figer dans une posture d'attente. Chaque instant, chaque mouvement de l'autre, c'est une occasion d'agir, de couper. C'est refuser la passivité mentale. Ensuite, dans le chapitre feu, il aborde des techniques plus précises. Là aussi, sans faire un catalogue, quelles sont les idées marquantes? L'initiative, c'est central. Il en distingue 3 formes. Provoquer l'autre pour le faire réagir, ken no sen, attendre son attaque pour la contrer au bon moment, tai no sen, ou agir en même temps, mais de façon plus décisive, tai tai no sen. Contrôler l'initiative, pour lui, c'est déjà un grand pas vers la victoire. Il utilise des métaphores assez visuelles, comme presser l'oreiller. Ça veut dire quoi ça? C'est l'idée d'anticiper l'action de l'adversaire et de l'étouffer dans l'off, avant qu'elle puisse vraiment se développer. L'empêcher de lancer son attaque, le contrôler en amont. Une autre idée forte, c'est devenir son adversaire. Essayer de se mettre dans sa tête, de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il craint, ses points faibles, pour mieux le contrer. C'est une sorte d'empathie, mais stratégique. On sent bien que la dimension psychologique est partout. C'est pas juste une affaire de muscles et de réflexes. Ah non, loin de là. Savoir repérer la rupture de rythme chez l'autre, savoir faire effondrer, utiliser la surprise pour effrayer, faire perdre l'équilibre mental. Tout ça montre que pour Musashi, le combat se joue énormément dans la tête. Et c'est aussi pour ça qu'il prend le temps de critiquer les autres écoles dans le chapitre du vent, pour montrer que son approche, elle, intègre tout ça. Oui, en partie. Il critique surtout ce qu'il voit comme des œillères. Se focaliser trop sur une seule arme, comme le sabre très long, ou sur une seule qualité, comme la force brute ou la vitesse pure, ou sur des aspects trop formels, comme des gardes très figés, des jeux de pied compliqués mais pas réalistes en combat réel, selon lui. Il n'aime pas la spécialisation excessive qui rend vulnérable à l'imprévu. Donc, ce qu'il propose, c'est une voie plus directe, plus pragmatique, orientée vers le résultat concret, la victoire. C'est ça, un enseignement adaptable qui vise la compréhension profonde des principes universels de la stratégie. Pas juste accumuler des techniques ou suivre aveuglément une tradition. L'efficacité avant tout. Franchement, quand on regarde l'ensemble, ce qui est frappant, c'est cette vision holistique, presque. La voie de Musashi, c'est pas juste l'art du sabre. C'est une discipline mentale, une stratégie de vie, une philosophie. L'analogie du charpentier, elle montre bien comment ces principes peuvent s'appliquer à différentes échelles. L'adaptabilité, le rythme, la lucidité. C'est vraiment au cœur de tout. Tout à fait. C'est le fruit d'une vie entière de combat, mais aussi de réflexion. Le traité des synchros, c'est moins un manuel d'escrime qu'un guide vers la maîtrise de soi et de la situation quelle qu'elle soit. Et ce fameux vide, c'est l'aboutissement. Pas une absence, mais une présence totale, une clarté telle que l'action juste jaillit, sans même y penser, parce que les principes sont devenus une seconde nature. Alors, pour terminer cette exploration, une question qui reste en suspens. Presque 4 siècles plus tard, qu'est-ce que cette pensée, forgée dans le Japon des samouraïs, peut encore nous apporter? Comment ces idées de stratégie globale, d'adaptation, de rythme, de connaissance de soi et de l'autre, de recherche de clarté d'esprit, comment est-ce que ça peut éclairer nos propres combats, nos défis d'aujourd'hui, qui sont bien sûr très différents? Voilà, peut-être de quoi continuer à réfléchir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée dans l'univers de Musashi.